Alors, nous reprenons donc sur le plateau des conférences Végétalis. Nous allons aujourd'hui nous consacrer, cette matinée, nous la consacrons au mode de production, à la possibilité de continuer à produire demain et à protéger les cultures. Nous allons nous accompagner avec nous Patrice Mailleux, chargé de mission Agro-Réseau 64 et de la Chambre d'agriculture du département. Bonjour. Oui, bonjour. Et donc, vous êtes accompagné de Laurent Galou, donc agriculteur à Ponsson-Dessus. Bonjour. Bonjour madame. Donc, nous allons parler justement mise en œuvre sur le terrain, de rotation, couvert, travail du sol. Donc, comment on met en pratique et on travaille toutes ces questions dans le cadre notamment d'un GI2E, puisque vous êtes animateur d'un GI2E. Alors, entre autres, j'imagine que vous faites plein d'autres choses, mais... Plein. Voilà. Donc, peut-être que vous pouvez vous présenter et puis justement présenter un peu ce qu'est Agro-Réseau, puisque vous travaillez dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Alors Agro-Réseau, c'est une association, loi 1901, et qui est aussi reconnue GI2E. Agro-Réseau a été créé en 2015, en octobre 2015, avec pour objectif d'accompagner les agriculteurs dans leur démarche d'agroécologie. D'accord ? Donc c'était vraiment développer l'agroécologie sur le département. Et donc c'est une association qui a démarré avec une vingtaine, entre 20 et 30 adhérents. On est à l'heure actuelle à une centaine d'adhérents. Voilà. Et donc, nous sommes plusieurs animateurs au sein de la Chambre d'agriculture à œuvrer auprès d'Agro-Réseau. Parce que la particularité d'Agro-Réseau, c'est que c'est une association d'agriculteurs, mais dont l'animation est confiée à la Chambre d'agriculture. Il y a quand même un conseil d'administration qui est composé pour moitié des adhérents et pour moitié d'élus de la Chambre d'agriculture. Et réparti vraiment sur tout le département de façon homogène ? Alors non, ce n'est pas réparti tout à fait de façon homogène. On a quand même un peu plus d'adhérents côté béarnais que côté basque, si D'accord. on fait une séparation comme ça. Mais un peu plus parce que c'est lié au fait que on est plus tourné plutôt vers les grandes cultures et polyculture élevage, avec plutôt des gens en culture. Et sur la partie Pays Basque, et notamment plus Côte et Piémont, on est beaucoup plus sur des exploitations qui sont 100% herbes. Sujet qui... On y rentre dedans avec Agro-Réseau, mais on est un peu moins proéminent là-dessus. D'accord, ok. Malgré tout, vous avez quand même tous les profils d'agriculteurs. Vous n'êtes pas que sur les grandes cultures. Non, on a 2/3 des adhérents sont en polyculture élevage. Donc beaucoup d'éleveurs bovins-viande, mais aussi bovins-lait, palmipèdes, volailles, porcs aussi. Donc on a quand même un panel au sein d'Agro-Réseau qui est quand même assez représentatif du département, hormis pour la filière ovine, où on a très peu d'adhérents sur la filière ovine. Voilà. Et puis on a des gens qui sont aussi bien en labour qu'en TCS, qu'en semi-direct, avec ou sans irrigation. On a vraiment quand même une diversité de profils qui est peut-être pas représentative du département, en tout cas de choses qu'on retrouve de types d'agriculture qu'on retrouve sur le département. Et qu'est-ce qui a motivé, alors je vous la poserai la question, mais qu'est-ce qui motive en général les agriculteurs de rentrer dans cette association ? Oui, je pense que Laurent pourra répondre de son côté. Moi, Bien je pense sûr. que c'est le côté curiosité, envie d'apprendre, envie de bouger, et le côté réseau aussi, de pouvoir échanger avec ses pairs, d'apprendre des choses comme ça, voir sur place, aller voir un autre exploitant qui puisse témoigner, qu'on puisse apporter des choses de l'extérieur aussi, parce que c'est notre rôle d'animateur d'aller chercher éventuellement des expériences qui se font un tout petit peu plus loin, et puis de pouvoir mettre les agriculteurs en réseau les uns avec les autres. Ça peut, eux, leur bénéficier. Et puis nous, en termes d'animateurs, on progresse aussi beaucoup comme ça. Alors, Laurent Galou, peut-être que vous pouvez d'abord présenter rapidement votre exploitation et puis répondre à cette question de qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré
au sein d'AgroRéseau. Et depuis combien de temps? Oui, donc moi, Laurent Gallo, à AgroRéseau, je suis rentré à la création, c'était il y a quasiment 10 ans, je pense. Donc moi, je suis exploitant agricole sur la commune de Ponson-Dessus, sur le plateau de Gers. Et donc je suis un céréalier, j'ai que des cultures à 75 hectares. Et je fais vraiment un peu de tout. Posez votre micro. Là un peu plus bas encore. D'accord. Voilà, et donc je fais un peu toutes les cultures, du maïs, maïs doux, blé, colza, soja, tournesol, peut-être j'en oublie. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer? Puisque Alors, vous y êtes depuis le début, en fait. Hein, c'est ça. En fait, on cherchait à partager nos techniques. On est la plupart impliqués dans la préservation des sols. C'était vraiment c'était pour moi le leitmotiv au début de mon adhésion. Donc c'était allonger la rotation, améliorer les sols. C'était vraiment et donc partager tout ça avec d'autres agriculteurs et au sein du lasso. Donc vous avez commencé un peu seul sur ces réflexions-là, puis à un moment vous vous êtes dit, j'ai besoin d'un groupe, de pouvoir travailler avec un groupe sur ces questions pour avancer plus vite. Est-ce que c'est cette démarche-là? Oui, c'est un peu ça. Au début, je ne sais pas, on peut peut-être passer les photos. Ben oui, allons-y, pour qu'on voit un peu concrètement Moi, votre chez vous. Non, alors là, c'est pas chez moi, ça 20 000 km. C'était... Je pense que tout a commencé là, parce qu'au début, je ne m'intéressais pas forcément. Et en 2003, j'ai fait un stage en Australie. Donc c'est une photo qui est là-bas. Oui, alors là, vraiment, je suis tombée très très mal sur la première photo. Oui, c'est à 20 000 km, c'est à l'opposé. Et l'agriculteur chez qui j'étais faisait une rotation longue avec 7 cultures différentes sur 7 ans. Et là-bas, il ne laboure pas. Et en fait, je ne m'intéressais pas du tout, mais je pense que la graine a germé à ce moment-là dans ma tête. Et je me suis dit, pourquoi pas... On ne peut pas tout importer le système. Parce que là, vous êtes très très loin du modèle voilà. Je pense que de la région. Tout a commencé là-bas, je pense. Et ça, c'est une... oui, je me gare à mettre un petit peu, mais ça, c'est un peu le début. Je dirais ça, c'est en 2009. Donc, je commençais à faire des couverts végétaux en limitant le travail du sol pour préserver les sols. Voilà. D'accord. Donc voilà, vous avez commencé comme ça. Et donc peut-être que ça vaut le coup maintenant de revenir à ce qui se fait chez AgroRéseau. C'est pas zéro. C'est quoi les thématiques que vous travaillez? Peut-être que vous avez travaillé et que vous travaillez aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on travaille, comme je disais, sur l'agroécologie, mais l'agroécologie est un terme tellement vaste et il y a tellement de choses derrière que ça veut tout et rien dire, mais c'est pratique comme terme. On s'est beaucoup intéressé au sol et notre première porte d'entrée AgroRéseau, ça a été de travailler sur les couverts végétaux. On a quand même une grosse problématique sur le département, enfin une grosse problématique. Qui entraîne une problématique, on est très culture de printemps, beaucoup de maïs, bon maintenant on a un peu plus de soja, mais ce qui nous laissait beaucoup de sols nus, et avec les terres que l'on a ici, la pluie, etc., des gros facteurs d'érosion, de structure qui posaient souci. Et donc une des portes d'entrée pour essayer de résoudre ce problème lié au sol, c'était les couverts végétaux. Et d'aller bien au-delà de l'aspect simplement réglementaire des couverts végétaux. Hivernaux, hein, c'est Alors bien voilà, ça. Couverts végétaux hivernaux, tout à fait, qui représentent la très très large majorité des couverts végétaux qu'on peut retrouver sur le département. Donc ça, c'était vraiment notre première porte d'entrée, c'était les couverts végétaux, parce que pour nous, c'était le critère le plus impactant pour la qualité des sols et aussi peut-être le plus facile à réussir. Puis, même si ça reste compliqué. Puis après, on s'est intéressé aussi à tout ce qui est réduction du travail du sol, parce que plus on travaille un sol, plus on peut avoir tendance à le déstructurer, à provoquer de l'érosion. Donc c'était l'idée aussi d'aller alléger le travail du sol. Et pourquoi pas d'aller jusqu'au semi-direct. Mais ce n'est pas forcément une finalité en soi. Et vient se greffer là-dessus, on va dire la troisième composante de l'ACS, de l'agriculture de conservation des sols, c'est la partie diversification. Mais qui pour moi est un peu moins prégnante, c'est-à-dire qu'une diversification entre du maïs, des couverts, on commence à introduire une diversification, même si elle n'est pas optimale par rapport à certains sols et certains objectifs. Donc on est très tourné sur ces critères-là. Et donc ça c'était au démarrage, mais c'est des thèmes qu'on poursuit encore actuellement. Et actuellement, on est orienté, notre GI2E est orienté vers l'adaptation au changement climatique.
Et l'adaptation au changement climatique, ça peut passer par le choix des semences, hein, comme on a vu, mais c'est bien d'autres choses. Et le changement climatique, c'est à la fois l'augmentation des températures, globalement, en moyenne. Donc ça signifie une réponse des cultures différentes par rapport aux années précédentes. Mais ça signifie aussi des épisodes climatiques, et on le voit avec la pluviométrie, qui sont aussi plus compliqués à gérer, avec plus d'érosion, mais aussi plus d'eau qui reste, parfois des périodes plus sèches. Et d'où ça nous ramène toujours ça, pour nous, à la gestion du sol. Plus on va avoir un sol résilient, performant, plus on sera capable de passer ces épisodes-là aussi. Donc on a évolué dans notre dynamique et dans nos objectifs, mais on reste quand même toujours capté par le sol avec une grosse approche agronomique. D'accord. Et les agriculteurs comme Monsieur Gallou restent longtemps, ou alors il y a ça bouge un peu dans cette équipe, dans ce groupe d'une centaine d'agriculteurs? Alors, ça bouge. Alors, on a les vieux de la vieille qui restent, qui sont là, qui sont sympas avec nous. Et on en a encore quelques-uns là sont dans pas la si salle. vieux que ça. Non, qui sont vieux dans l'association, pas mais qui restent très jeunes dans leur tête et dans leur corps, Ouais. mais qui vieillissent comme moi. Et donc, non, on a quand même ce qu'on appelle un noyau dur qui est assez présent. Et sinon, on a un turnover, des gens qui estiment peut-être avoir fait un peu le tour et qui cherchent autre chose et donc qui quittent l'association, et des nouveaux qui rentrent chaque année. Voilà. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. D'où vous êtes parti, puis comment vous avez évolué, et aujourd'hui, c'est quoi votre système d'exploitation aujourd'hui? Donc, j'ai repris la ferme familiale, donc dominante de maïs, et à l'époque, ça c'était en 2006. Ouais. Et j'ai commencé à introduire les couverts végétaux et à faire des rotations plus longues en fonction des types de sol. Pour faire simple, ma ferme est groupée en trois morceaux. Une partie du maïs doux avec des gros couverts végétaux parce que le maïs doux reste là que 3 mois. J'ai une partie où j'ai des sols un peu plus différents, où je fais une rotation longue sur 6 ans maintenant, avec 2 fois du maïs, du colza, du tournesol, du soja. Et j'ai d'autres terres aussi où là par contre c'est de la Bigorre, donc du coup je fais que des cultures l'hiver. Ok, peut-être que vous pouvez présenter un peu les photos. Les photos, exactement, oui, Alors, que vous avez ramenées. Donc ça c'était au tout début, donc ça c'était le semis d'un couvert végétaux, donc tout le temps dans la même optique de préserver les sols et de les abîmer le moins possible. Donc moi je suis pas équipé un semoir semi direct, mais du coup c'est du semis vraiment très léger, où on positionne juste la graine un petit peu sous la terre. Voilà, c'est les bonnes conditions, hein. Cette année c'était pas comme ça. Ça doit quand même être un peu perturbant au départ d'avoir des sols. J'imagine que des sols où il y a autant fait de matière en surface. Oui, alors, surtout pour les anciens qui sont habitués à labourer leur sol et qui du coup veulent semer dans des terres à sans résidus, ça les perturbe beaucoup. Oui. Ça m'a moins perturbé. Cette photo-là, en fait, c'est la même année où du coup j'ai travaillé mon sol, je pense 2 fois, il y a un petit moment déjà. Et j'ai semé avec mon semoir en ligne. Là, c'est du rail gras. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui. Et du coup, mon semis était moins joli que celui-là, où la levée était bien meilleure. Moi, cette photo, c'est un déclic. En fait, je me suis dit, je me suis embêté à travailler mon sol pour avoir un semis moins joli. Donc à partir de ce jour-là, pour les cultures d'hiver, j'ai arrêté de travailler mon sol et je fais vraiment que superficiel. Je plante mes graines juste en surface. Et, D'accord. le jour où je suis parti de semer ça, donc du coup, je n'ai plus de semoir à céréales. Je sème tout à la volée avec un épandeur centrifuge. Donc j'ai mis mes graines dans mon épandeur, un peu comme autrefois. Les anciens semaient les graines comme ça. Et mon père qui est venu me voir, il m'a dit: mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit: je pars semer le blé. C'est quoi ce truc? Et il m'a rien dit, il a tourné sur les chaussures et il est reparti. C'était trop violent pour lui, quoi. Et aujourd'hui, bon, il est habitué à voir ça, il est habitué à voir les risques de surface. Et même lui, il me dit, mais ça marche bien comme ça, c'est pas la peine de travailler le sol. Mais ça a été un long processus, je dirais, quoi. Voilà. Oui. Et voilà, aujourd'hui, donc vous n'avez pas labouré depuis combien de temps? Alors moi, je n'ai pas labouré depuis 2009, je pense quasiment. Ouais, depuis 2009. Après, par contre, moi, je ne suis pas un semi-direct.
Je travaille le sol, mais c'est vraiment superficiel. D'accord. C'est plus compliqué pour les semis de printemps où vraiment la méthode ne nous aide pas, il faut que ça lève rapidement. Autant les cultures d'hiver, c'est plus simple, les cultures de printemps, je ne prends pas le risque. D'accord. Je garde toujours à l'esprit le côté économique aussi. Je veux améliorer mes sols, mais je ne veux pas non plus mettre en péril mon exploitation. Donc, d'accord. Voilà. Et ça, c'est dans l'ensemble du groupe, il y en a beaucoup qui sont en semi-direct pur ou pas tant que ça? Comment ça se répartit? Non, on va dire qu'on a entre 8 et 10% des gens qui sont en semi-direct pur, strict, sur l'ensemble de leur culture. Sinon, la large majorité de nos adhérents sont en semi-simplifié, enfin en sans labour, quoi. Voilà. Et on ne cherche pas à entraîner les agriculteurs, nos adhérents, vers du semi-direct. S'ils ont envie d'aller jusque-là et de travailler sur cette question-là, on va les accompagner, on va visiter des fermes qui sont en semi-direct, mais ce n'est pas un but en soi de les amener par là. Il y a beaucoup d'avantages au semi-direct, mais il y a d'autres moyens d'améliorer ces sols, il y a d'autres moyens de préserver ces sols qu'aller directement vers du semi-direct. Sachant qu'il peut y avoir une part de risque sur le semi-direct, d'investissement, que tout le monde n'est pas forcément prêt techniquement à le faire. Donc il faut laisser, pour nous, c'est faire laisser les choses. Voilà, si les gens veulent y aller, s'ils veulent performer là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a d'autres types d'agriculture qui peuvent amener vers de l'agroécologie, vers de la préservation des sols, limiter l'érosion, etc. Ce n'est pas le point essentiel pour nous. Et peut-être une dernière question. Être dans un GI2E, c'est quelque chose de cadré par l'État même, reconnu par l'État, si on peut dire. Qu'est-ce qu'il y a comme exigence par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des exigences d'ailleurs? Alors oui. Parce qu'il y a des subventions, donc j'imagine qu'il y a des exigences. Alors pour l'agriculteur, il n'y a pas d'exigence. Pour l'agriculteur, oui. Mais pour nous, pour l'association, il y a des exigences. Il y a déjà tout un dossier à monter pour avoir demandé la reconnaissance de l'association en GI2E, qu'on a sur 3 voire 6 ans, renouvelables. On a des indicateurs à faire remonter régulièrement. C'est essentiellement là-dessus. Nous, il faut dire que GI2E Agro-Réseau, on est financé nous par l'agence de l'eau. Donc c'est un financement un peu différent de l'agence de l'eau, et le conseil départemental. Donc c'est des financements un peu différents des autres GI2E, mais parce qu'on a un historique de travail avec ces 2 partenaires financiers. Voilà, donc on a d'autres exigences en termes d'indicateurs, de résultats, d'animation autour de l'agroécologie. Donc voilà, il y a des subventions et il y en a fait quelques exigences. Alors c'est plus d'ordre administratif et de discussion avec nos partenaires. Voilà. Et puis le GI2E, logiquement, c'est aussi une liste fermée d'agriculteurs membres du GI2E. Nous, on a le fait d'être un gros GI2E nous permet quand même de modifier un peu la liste quand il y a des gens qui sortent ou des gens qui rentrent dans l'association. Et puis à côté de ça, j'imagine qu'il y a aussi une nécessité d'ouvrir vos portes d'une certaine façon et d'expliquer, enfin d'avoir des rencontres avec d'autres agriculteurs qui n'en font pas partie. Oui, alors exigence, en tout cas, c'est peut-être pas une exigence, mais c'est plus une volonté. Ça a toujours été la volonté de l'association et des agriculteurs qui en font partie d'ouvrir leur ferme et de témoigner. Oui. Alors c'est plus facile pour eux de témoigner vis-à-vis d'autres agriculteurs que de témoigner dans des salles et vers du grand public. Mais il y a toujours eu cette volonté de pouvoir témoigner et d'échanger, parce que c'est la force du réseau. Il n'y a pas un agriculteur qui est modèle pour tous, mais chacun peut apporter sa pierre, sa contribution. Et on apprend toujours des erreurs des autres et de ce que les autres ont fait pour pouvoir appliquer, progresser et faire des choses sur son exploitation. C'est ça le cœur quand même du réseau et de l'association. D'accord. Laurent, vous confirmez, vous recevez d'autres agriculteurs pour expliquer ce que vous faites, comment vous le faites? Oui, tout à fait. On apprend autant quand on réussit quelque chose que d'un échec. Il faut aussi partager un échec pour ne pas le reproduire. Après, on est agriculteur, on vit le climat. Et quelque chose qui peut être vrai une année ne peut être faux l'année d'après. Donc c'est compliqué à faire une généralité de nos pratiques, je dirais. Il faut vraiment
C'est une équation, je dirais. Il faut mettre en face à ceux qui ont le meilleur potentiel cette année-là, quoi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Personne? Bon, eh ben dans ce cas-là, oui. Oui. Il y a une question au fond. Ah, il y a une question au fond. Ah, bravo. Présentez-vous. Allez-y. Quoi, je peux me présenter. Bonjour. Je suis au lycée Jean Ricard à Saint-Palais. Et ma question c'est... C'était en semi-direct. Est-ce qu'on a plus de rendement qu'en labour? Quand on fait du labour, quoi. Est-ce que c'est équivaut? Enfin, je veux savoir. Est-ce qu'on fait plus de rendement, moins de rendement? Ou c'est plus compliqué que ça? De ton expérience, tu veux répondre? Oui, alors moi je ne pratique pas le semi-direct pour les cultures de printemps, mais pour celles pour l'automne, oui. Alors je ne vais pas dire que je fais des meilleurs rendements, ils ne sont pas plus mauvais, ça c'est sûr. Par contre, j'ai amélioré la qualité de mon sol. Depuis que je fais ça depuis 15-20 ans, j'ai en moyenne pris 1% de matière organique sur mes parcelles, donc c'est pas négligeable, quoi. C'est du carbone stocké dans le sol, quoi, qui fertilise le sol. Ouais, 1%, c'est beaucoup, oui. Oui. C'est quand même pas mal, Oui, oui. je ne pensais pas. Même les parties qui étaient déjà élevées ont quand même pris 1% aussi. Ok. Par contre, ça peut poser d'autres problèmes, j'imagine, notamment désherbage. Désherbage, oui. Le plus gros problème, c'est le parasitisme. On favorise la vie, mais on favorise toute la vie. Donc du coup, autant les auxiliaires qui nous aident que ceux qui vont embêter nos cultures, quoi. Donc, les limaces, par exemple? Il n'y a pas de règle. On peut penser par l'année prochaine, il y aura beaucoup de limaces. On a eu une année pluvieuse, parce qu'on n'en aura pas. On ne sait pas trop, en fait. Mais globalement, on a plus de population, c'est sûr. Ouais, pour compléter la réponse, c'est assez variable, hein, les remontées des agriculteurs concernant l'évolution des rendements. On a des agriculteurs qui témoignent de 10-15% de baisse de rendement entre du semi-direct et on va dire du TCS. D'autres disent qu'il n'y a pas de différence de rendement. Donc je dirais que ça peut dépendre peut-être du savoir-faire technique, du matériel, du type de sol, est-ce qu'il y a irrigation, pas irrigation. Il peut y avoir des facteurs qui jouent comme ça. Ce qui remonte par contre, c'est que alors de temps en temps, il y a des échecs en semi-direct qui sont plus importants qu'en labour, parce que la technique est parfois plus compliquée à mettre en œuvre. Donc on a des échecs qui peuvent être plus importants. Par contre, en semi-direct, il semble qu'on ait, lors des mauvaises années, on a plus de résilience en semi-direct que dans d'autres cas, notamment par rapport à des sécheresses, liées au fait que, tu l'as dit Laurent, c'est qu'on a des sols qui ont tendance quand même à s'améliorer. D'accord. Et le fait que des sols s'améliorent, ils aient une capacité de résilience qui permettent d'être un peu meilleurs sur des années un peu sèches et des choses comme ça. Avec un système racinaire qui descend peut-être aussi plus profond. Ouais. Là, je parle par rapport aux cultures de printemps, hein, tout ça, parce qu'en effet, sur les cultures d'hiver, a priori, il n'y a pas de différence. Mais l'installation des cultures d'hiver est plus longue, donc ça marche mieux. Sur les cultures de printemps, le fait qu'on fasse un semi-direct, il y a moins de réchauffement du sol, donc c'est des cultures qui vont un peu plus lentement. Et donc, si en effet, on a des problèmes liés au début de cycle sur des cultures de printemps, parfois en semi-direct, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Merci. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Oui. Présentez-vous aussi. Bonjour, Clémentine Bourgeois, Arvalis. Je vous posais la question par rapport à l'érosion. Est-ce que c'était une problématique importante dans votre exploitation à la base? Est-ce que vous avez vu des évolutions par rapport à cette problématique? Et à l'échelle du réseau, est-ce que c'est une problématique redondante? Est-ce qu'il y a eu des améliorations sur ce point-là? Merci. Oui, alors l'érosion, forcément, c'est un problème. C'est un phénomène naturel. Déjà, on ne peut pas lutter contre l'érosion. Alors, sur notre ferme, oui, on peut lutter en mettant des pratiques culturelles. Je pense que le semi-direct va limiter fortement l'érosion comparé à un labour. Le TSS, les techniques culturelles simplifiées vont aussi limiter, même si elles, comment dire, elles ne vont pas les effacer complètement, mais c'est des pratiques qui vont permettre de diminuer l'érosion potentielle. D'ailleurs, j'ai des photos d'érosion, je ne sais pas si on peut les voir. Mais voilà, justement, je ne sais pas si ça s'affiche.
Ça, c'était un striptease, donc j'ai fait du striptease pendant 3 ans. L'idée était simple, en fait. Pourquoi travailler toute la surface du sol alors que j'ai un peintre à mon maïs tous les 80 cm? Donc du coup, je travaille que la zone où je vais mettre ma graine et je laisse la zone intermédiaire pas travailler. Et là, du coup, il a fait un gros orage vite après le semis, donc ça a créé de l'érosion. On voit le champ est en pente, ça a creusé des rigoles au niveau des semis. Donc c'est pas une technique parfaite, ça limite, mais c'est pas parfait. L'orage, je serais revenu plus tard. Bon, ça, c'est encore notre problème. On va mettre un lien après. Hop. Ah ben voilà, je peux rien en arrière. Voilà. Donc là, c'est un gros orage de 100 mm en 1 heure de temps sur une parcelle qui était sur un strip-till. Donc du coup, il y a eu que la zone qui était travaillée, mais le maïs était assez grand pour s'enraciner et tenir la terre. Donc il n'y a pas eu d'érosion, excepté le fait que les résidus se sont accumulés dans les zones basses du sol. Après, quand on a un orage aussi violent que ça, 100 mm en 10 minutes, c'est dur de lutter quand même contre les phénomènes. Hein. Donc là, vous étiez plutôt satisfait. Là, j'étais satisfait. Ouais. Et de manière globale, la question de l'érosion est importante pour les agriculteurs du réseau, et ce qui entraîne parfois en effet le changement de pratique, que ce soit les couverts, que ce soit la réduction du travail du sol. Par contre, à ce jour, on n'est pas capable de mesurer la diminution de l'érosion liée à ce changement de pratique. C'est une question, j'en ai rediscuté hier avec l'agence de l'eau par rapport à une suite du programme d'agro-réseau, et on a réévoqué cette question justement de l'érosion en essayant de se dire est-ce qu'on pourrait quantifier l'effet des couverts, l'effet de la réduction du travail du sol sur l'érosion, etc. Alors je sais qu'il y a d'autres projets type Baguera là, qui sortent et qui vont un peu travailler sur cette question-là. Et j'espère qu'on sera en capacité d'avoir un peu plus d'éléments chiffrés sur le gain que l'on a à garder sa terre par rapport à d'autres pratiques. Non. Allez voir ce qui se passe en Seine-Maritime là-bas. Ils ont travaillé cette question-là depuis très 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 longtemps. Oui, disons qu'on est capable de savoir comment on réduit l'érosion, mais d'un point de le transcrire en fait. Chiffres. Ouais, c'est ça, le mesurer. De terre et de coûts en euros, que ce soit pour la collectivité, pour l'agriculteur. Moi, je ne connais pas vraiment de chiffres ici dans le Grand Sud-Ouest là-dessus. Très bien, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Et on peut les applaudir.